À la version longue, cette semaine, je reçois Olivier Doyle, le directeur général du pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Je l'avais déjà reçu, fait à peu près 2 ans, je ne me rappelle plus la date exactement. Donc, on fait une mise à jour un peu de l'économie sociale dans la région. D'ailleurs, on ouvre l'émission en parlant du fait que le modèle québécois commence à s'exporter. D'ailleurs, récemment, l'ONU avait organisé un symposium, un forum ici à Montréal pour parler d'économie sociale. Et Olivier est allé représenter le pôle, en fait, au Dakar, au Sénégal, en mai dernier. Et on ouvre l'émission avec ça. C'est vraiment très, très intéressant. Sinon, on fait une espèce de parcours un peu des sujets où l'économie sociale pourrait avoir un impact intéressant dans les prochains mois, les prochaines années. En fait, des sujets sur lesquels il faudrait s'attarder en tant que collectivité. Encore une fois, c'est tout le temps un plaisir de parler avec Olivier. Et je vous laisse à notre discussion. Bonne émission. Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce matin. Ça fait plaisir, merci. Bonjour Mathieu. On va tout de suite accuser le linge qu'on porte parce que c'est ça, je pense que c'est dur de cacher. Là, on est quand même, on fit là, présentement. On est vraiment là, géométriquement presque pareil. Ouais, effectivement. Vous êtes allé au Dakar. Au Sénégal. Au Sénégal. Exact. Peut-être, c'est là que tu as déniché ça, mais oui. Pourquoi le pôle est allé. On va rentrer là-dessus avant de rentrer dans l'économie sociale. Ben oui, certainement. D'abord, je te remercie pour la réinvitation 2 ans après la glace qu'on a brisée. Oui, oui, c'est ça, dans le fond. C'est ça, je trouvais ça opportun parce qu'on allait jaser un peu justement de qu'est-ce qui s'est passé au pôle depuis les dernières années et tout ça. Donc, c'est ça, le pôle d'économie sociale, en fait, on a envoyé une délégation, on était 2 personnes. Au Sénégal, en fait, c'était en lien avec le Global Social Economic Forum, donc le Forum mondial de l'économie sociale 2023, qui était à Dakar au mois de mai. Donc, du 1er mai au 6 mai. Là-bas, c'était un colloque international avec toutes sortes d'acteurs de la planète pour justement prendre le pouls sur les avancées en matière d'économie sociale à l'international, au niveau national aussi. Okay. Et considérant le fait que c'était en Afrique, alors la programmation était teintée justement de toute l'expérience africaine en matière d'économie sociale. Donc, pour nous, c'était une occasion d'aller se comparer un peu de voir, et surtout de s'inspirer, de voir eux autres comment est-ce que le modèle collectif se déploie en fait à l'international, tout ça. Donc, on est revenu avec beaucoup de contenu concret par rapport à ça. Puis, mais oui, mais c'est ça. Comment ça se compare à ici, en fait, là, vu que tu as été sur le terrain, tu as vu un peu comment ça se passe, parce que le modèle québécois a l'air quand même relativement unique, là, mondialement, on s'entend. Là. Fait que comment tu as perçu ça, leur façon de faire, comment de s'organiser? Mm-hmm. Ce qu'il faut parler en première des choses, c'est l'organisation économique. Parce que le modèle économique dominant là-bas, l'économie est informelle, c'est-à-dire que c'est l'économie qui n'est pas nécessairement tout le temps comptabilisée. Pourquoi? C'est parce que c'est un modèle de pays, en fait, qui est en émergence, qui est en structuration. Puis à ce niveau-là, c'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, qui sont simplement construites sans avoir, justement, une base, comptable pour pouvoir comptabiliser les intrants, les extrants, puis ce genre de choses-là comme ça. Donc, c'est ça. C'est la première des choses qui frappe, en fait, en arrivant là-bas. Nous autres, en descendant de l'aéroport, la première des choses qu'on pouvait voir, c'est que c'était un peu chaotique parce que les autoroutes, de la façon que c'est fait, c'était plus tu passes en premier. Ah, OK, ouais. Puis, faut que tu passes. Mais c'est une belle métaphore sur le fait que l'économie, en fait, justement, a moins peut-être de structure par rapport à ce qu'on a ici du côté de l'Occident. Puis, pour amener sur ce que tu disais, effectivement, le Québec, j'en ai parlé dans la première fois qu'on s'était rencontrés, mais on est un modèle à l'international, littéralement. Ouais. Puis pour faire un lien, on en parlera tantôt, mais tu sais, justement, il y avait un symposium de l'ONU en lien avec l'économie sociale qui a tenu lieu, en fait, là, dans les derniers jours. Ouais. Puis c'est justement parce que le Québec est vraiment un modèle à l'international par rapport à la structuration de son écosystème pour favoriser, dans le fond, l'épanouissement puis le développement de l'économie sociale. Est-ce que ça vient en fait, du monde du communautaire, de l'instauration de ce modèle-là dans les années 70 qui a découlé à l'économie sociale? Ça serait-tu une raison de penser, en fait? Oui, c'est une des voies, en fait, de développement de l'économie sociale au Québec. L'autre chose aussi, il ne faut pas oublier que, comme on avait parlé, une des premières entreprises d'économie sociale au Québec, c'était Desjardins. C'est vrai. Puis, le fait est qu'à la base, l'économie sociale, c'est tout le temps un peu
justement pour contrer un peu l'économie capitaliste dominante, dans un sens de solidariser les rapports économiques. Puis effectivement, le communautaire au Québec a été un énorme, en fait, terreau pour l'expérimentation. Puis pour développer en fait, pour ça, un catalyseur exactement par rapport à ça. Sinon, sur le modèle, en fait, des autres secteurs économiques qui sont importants, bien, le modèle agricole, en fait, est coopérant aussi, lui-même dans la structuration, de la façon que les produits s'acheminent de la chaîne de transformation, puis dans le fond, du champ jusqu'à la table. Ben, il y a quand même beaucoup d'étapes là-dedans où est-ce que le modèle coop a été favorisé, en fait, cette... parce que des fois, on l'oublie parce que c'est comme tellement ancré, tu sais, la coop, tu sais que des fois, tu as nommé Desjardins, l'agricole, puis on se fait « Ah oui, c'est vrai ». Je sais pas, c'est tellement comme habituel pour nous qu'on le voit plus. C'est ça, on ne pense pas que « Ah ben oui, c'est une économie sociale », tu sais. Ça fait partie de nos mœurs, mais donc moi aussi, ça doit venir aussi du fait que le Québec, le fait français, c'était l'économie très anglaise. J'imagine que c'est là aussi peut-être que ça s'est formé l'idée de bon, on va se mettre ensemble, puis on va s'entraider parce que les Anglais à cette époque-là nous aidaient pas trop. On n'était pas des propriétaires d'entreprise, puis tu sais. Ben exactement. Je pense que culturellement, il y a une partie en fait de l'explication qui explique pourquoi l'économie sociale est si forte en fait au Québec. Il y a une partie de réaction par rapport justement à l'establishment anglophone traditionnel ou si on veut historique en quelque sorte. Le fait de justement non seulement s'assurer qu'entre nous, déjà, on ne se cannibalise pas les uns les autres, mais le Québec Inc., francophone, on s'entend, c'est tout récent là, dans l'histoire. Les années 60-70, c'est là, en fait, que les fleurons québécois se sont établis au Québec. Puis, je dirais, c'est un peu incomparable, justement. L'économie sociale, oui, elle existait avant les années 60, évidemment, en termes de structure, mais elle n'était peut-être pas aussi performante peut-être ou dominante en quelque sorte. Fait que c'est en même temps que le Québec Inc. en fait s'est déployé, je pense que l'économie sociale a beaucoup aussi remonté dans l'imaginaire collectif de ce côté-là. Mais revenons au Dakar avant de s'éloigner parce que revenons au Sénégal. Non, mais c'est parce que là je sentais si on partait, on revenait pas, mais c'est parce que là c'est ça, en fait. Ces vêtements-là. L'origine. L'origine, oui, c'est ça. Ben c'est ça, c'est quand on était en visite à Dakar, en fait, on a arrêté à l'intérieur, dans le fond du centre-ville, par hasard sur un marchand qui nous expliquait en fait qu'il y avait une usine au centre-ville de Dakar qui était notamment supportée par le gouvernement local pour aider justement à créer de la main-d'œuvre, à créer de l'emploi. Et ce modèle-là, en fait, si ce n'est pas en fait officiellement de l'économie sociale, on s'entend que ça a toutes les qualités pour être très proche de qu'est-ce que c'est de l'économie sociale. C'est-à-dire que l'endroit qu'on a visité, c'était une usine d'à peu près 200 à 300 employés. Sur tous les étages, il y avait des couturiers, il y avait des monteurs, il y avait des tailleurs, etc. Et des vendeurs aussi dans les boutiques qui étaient dispersées dans l'immeuble. Puis c'est ça, qu'est-ce qui est intéressant en fait dans toute cette histoire-là, c'est la solidarité qu'on le sentait dans l'immeuble, ça transparaissait que les gens structuraient dans le fond leur affaire, leur marché, la façon de produire en fait tout ça, ces vêtements-là, comme tu vois. Puis ça, c'est un exemple de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font là-bas, mais il y a beaucoup d'autres, opportunités. C'est pas juste touristique, là. On s'entend, c'est un peu cliché là, de la façon que c'est ça, on le présente, là, mais il y a beaucoup aussi de vêtements purement pour les citoyens en fait sur place, qui sont produits notamment dans cette usine-là, de ce qu'on a appris. Fait que ça pour dire, c'est ça, c'est que l'organisation de cette entité-là, de cette entreprise-là sur place, ça a toutes les qualités, les traits de l'économie sociale, c'est-à-dire solidarité entre les membres, travailleurs. C'est ça, fait que c'est un genre de coop. C'est une genre de coop, c'est ça, mais comme justement le préambule qu'on discutait à l'instant, de dire c'est l'économie informelle à la base, il y a moins peut-être de façon de calculer officiellement c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est quoi le nombre d'emplois et tout ça. Fait que c'est juste d'apprendre avec des pincettes à savoir exactement c'est quoi la performance économique qui est en arrière et surtout quel modèle d'affaires qui est employé en arrière de tout ça. Et ce qui est clair, c'est que sur place, ce qu'on voyait, c'était d'une famille à l'autre, en fait, les gens collaboraient puis essayaient de mettre ensemble leur destinée pour pouvoir offrir justement des emplois à leur famille. Donc, c'est ça, surtout cet esprit-là que je retiens de cette visite-là. Puis c'est de dire, tu sais, c'est justement le clash avec l'économie occidentale où est-ce qu'on est vraiment très individualiste dans la façon de produire nos biens et tout ça. Il y a, oui, un terreau en termes de bénévolat, mais surtout aussi en termes de travailler ensemble à essayer de construire des projets justement économiques, apporter, si on veut... je cherche mes mots. Mais on s'entend, c'est ça. D'apporter quelque chose qui est plus grand, en fait. Qui est plus grand, pour la communauté, c'est ça. Puis, mais comment ça s'est passé pour vous, là? Dans le fond, il y avait... vous êtes allé
y avait-tu un sommet? Comment ça se passait, en fait? Oui, c'est ça, pour revenir, en fait, à la présence. Ouais, la raison pourquoi on était à la c'était pas pour acheter du linge, c'était pas juste ça, l'opportunité. Non, au contraire, c'était vraiment pour travailler, c'est ça, aller rechercher l'ensemble des développements, en fait, en matière d'économie sociale qui se sont faits à l'international, comprendre et prendre le pouls, justement, aussi de où est-ce que les États sont rendus. On s'entend, c'est toute une tâche, là, essayer de voir justement d'un pays à l'autre qu'est-ce qui s'est fait là. Donc, c'est sûr que le focus de ce colloque-là était surtout sur l'expérience africaine par rapport à l'économie sociale. Moi, j'ai été dans plusieurs des conférences qui étaient notamment justement pour exposer en quoi est-ce que l'Afrique essaye de travailler, notamment pour justement développer de l'économie au niveau local, littéralement. Fait qu'il y a différentes expériences qui ont été relevées sur place. Une de celles que je voyais le plus, en fait, qui était présente, c'est justement le fait qu'il y a beaucoup d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui sont en appui au développement des collectivités au niveau, justement, de l'Afrique. Et ces entités-là, en fait, prennent la peine de prendre le temps, justement, de travailler avec les élus locaux, avec les entités locales, pour pouvoir imposer une vision, évidemment, de développement économique, mais plutôt d'accompagner à, justement, nourrir et développer de l'autonomisation des économies et apporter de une ces pays-là. Expertise là où besoin y est. Là, mais de ne pas se dire, parce que, mettons, toi, tu vas là, tu dis, nous, ça fonctionne de même au Québec, pour qu'eux prennent des idées, mais d'avoir une organisation, de dire, non, faites ça, mais c'est peut-être pas leur réalité, la manière de se structurer, d'être ensemble. Il faut comprendre les subtilités aussi de comment ils veulent s'organiser, de comment ils fonctionnent là-dedans. J'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Puis, ce que je peux dire au final, en fait, la grosse distinction ou les grands apprentissages qu'on a retenus de cette expérience-là, la façon de le voir, c'était il y avait 3 journées du forum principal. Il y avait des journées de pré-forum, donc qui étaient plus sur des thématiques particulières, notamment la place des femmes en économie sociale. Au Québec, on le sait, c'est au-dessus de 75% de la main-d'œuvre et de la force de frappe en économie sociale qui est essentiellement en fait assumé et assuré par nos femmes. Puis aussi l'autre chose aussi, c'est la solidarité en fait au niveau du membership ou si on veut du membrariat des membres autour de projets collectifs portés par les communautés. Donc l'importance de rallier ces membres-là puis de créer cette vie associative-là en fait, moi c'est une des choses qui m'a le plus marqué en fait à travers cette expérience-là, c'est de montrer qu'on vient à la racine puis à la base en fait de l'économie sociale. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'individus qui travaillent ensemble à produire des produits ou des services qui vont servir socialement, en fait, à la collectivité. Donc, peu importe, en fait, la mission, le type de produit ou de service qui est déployé, l'essence de tout ça, c'est que c'est un groupe de personnes, justement, qui collaborent, qui solidarisent leurs relations, que ce soit économique ou travail, littéralement. Quand on parle notamment le modèle des coops de travailleurs, c'est exactement ça. C'est des travailleurs qui se mettent ensemble pour construire, dans le fond, des choses. Oui, un business, c'est ça. Et personnellement, toi et ton équipe-là, vous étiez 2 là-bas, mais comment qu'est-ce que tu en as retiré comme de cette expérience-là, d'aller là puis de dire, on a été invités pour partager, Oui, c'est ça. Une des raisons pourquoi on était là, il y avait ça. Il y avait le désir d'apprendre puis de comprendre aussi, surtout, comment elle s'organise un peu au niveau international, dans les autres pays, en fait, toute l'adéquation entre les besoins du milieu puis le développement de l'économie sociale. Et d'autre part aussi, il y a toute la question, c'est ça, de comprendre les meilleures pratiques, voir en termes de développement des entreprises, est-ce qu'il y a des outils particuliers qui sont déployés par d'autres organisations. Mais pour en revenir à une des raisons pourquoi on était là aussi, c'est qu'on était invité sur un panel qui venait nous demander en fait de témoigner de l'expérience québécoise. C'est-à-dire comment est-ce que la structure québécoise, justement, dans la façon qu'elle accompagne en fait l'économie sociale, comment est-ce qu'elle est particulière, puis comment est-ce qu'elle est bien outillée aussi, puis bien nourrie pour pouvoir appuyer le territoire. Donc, j'ai été notamment sur un de ces panels-là avec une collègue qui était d'Entreprendre Sherbrooke. Je salue Ariel, je ne sais pas si elle va écouter cette émission-là, mais c'était pour témoigner justement comment est-ce que notamment les pôles d'économie sociale, avec l'ensemble des partenaires du territoire, travaillent à outiller puis à nourrir l'économie sociale du territoire avec des outils, avec une façon de justement resserrer la vie associative en quelque sorte. Puis c'est ça, il y a plein d'organisations ailleurs à l'international qui font ce genre de travail-là aussi. Puis on a beaucoup mixé justement sur place avec des organisations de la France, puis de l'Espagne aussi, parce que c'est ça, dans le top 5 à 10, mettons, mondial, le Québec fait partie de ça, littéralement. Mais la France et l'Espagne sont sans doute dans les pays qui sont les plus performants par rapport à tout ça, qui sont les plus outillés aussi par rapport à ça, qui ont des lois sur l'économie sociale, notamment aussi qui sont beaucoup plus garnies. Au Québec, on en a une, puis d'ailleurs, on fêtait hier les 10 ans de la loi sur l'économie sociale à l'Assemblée nationale. Puis c'est pour montrer justement que le fait historique de l'économie sociale,
oui, ça fait 10 ans que la loi existe, mais ça fait très longtemps, en fait, qu'il y a un terreau pour ça, puis qu'il y a des opportunités pour les organisations de déployer, dans le fond, des réponses aux besoins. Oui, mais c'est vrai, tu as dit France-Espagne. Moi, je connais le bout des vignobles. Oui. Mais il y a de la coopérative. On peut dire ça. J'adore le vin. J'adore le vin. D'ailleurs, je m'en vais au Portugal et c'est beaucoup pour cette raison. Mais je sais qu'en tout cas, dans beaucoup de pays d'Europe, mais il y a souvent des espèces de coop de vignobles qui se mettent ensemble un peu. Essayer de partager, de mettre des fois des raisins ensemble, de faire des cuvées. Fait que c'est ça, ouais. Il y a ce modèle-là qui existe. Mais là, on va revenir ici. On revient au Québec. On va revenir au Québec. C'est ça fait 10 ans, tu l'as nommé, que la loi là, a été passée. C'est quoi l'état de la situation? Là, ça fait 10 ans que la loi est passée. Fait que, faire un petit portrait, là, comment ça se passe présentement? Là, vous avez fait une étude aussi? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs choses. En disant, comment dire, au Québec, en matière d'économie sociale, la loi, c'est ça, il y a 10 ans. 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement en termes d'apprentissage, en termes de, comment dire, comment est-ce que l'État, en fait, considère l'économie sociale comme notamment un des modèles importants à soutenir puis à déployer tout ça. On parlait la dernière fois que le PAGES, le plan d'action gouvernemental en économie sociale, qui est notamment issu de la loi aussi en quelque sorte pour un peu activer puis renforcer en fait l'écosystème. C'est une enveloppe d'à peu près 137 millions pour l'ensemble du Québec pour offrir justement des outils puis du service auprès des entreprises et tout ça. C'est sûr que, comment dire, le Québec est quand même dans les leaders mondiaux par rapport à la façon justement de structurer l'écosystème puis de déployer tout ça. Donc, il y a énormément de gains qui ont été faits sur le plan scientifique, je dirais, depuis 10 ans. Il y a récemment une chaire de recherche en économie sociale, je crois, au niveau provincial qui a été constituée ou qui était en appel et je n'ai plus les détails par rapport à ça. Mais bref, c'est pour dire en fait que depuis 10 ans, ce qu'on fait, c'est continuer, je pense, à chaque année de développer davantage justement des outils pour pouvoir, et l'expertise, c'est ça qui vient avec ça, pour mieux comprendre comment les écosystèmes ont besoin de l'économie sociale. Puis c'est ça, je pense, la grande question qu'il faut se poser quand on dit, bon, OK, 10 ans de loi d'économie sociale, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, c'est justement ça, c'est dire, c'est quoi, en fait, jusqu'où on est capable, en termes de collectivité, puis en termes de population, de se donner des balises puis des objectifs concrets. Puis présentement, moi, ce que je trouve, c'est que 10 ans après la loi, on manque d'objectifs concrets. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement avec tout ça? On le sait dans les portraits et dans les chiffres. L'économie sociale, c'est quoi? C'est 11 000 entreprises, 220 000 emplois. C'est 47 à 48 milliards de chiffre d'affaires cumulés, en fait, de toute l'économie sociale au Québec. Fait qu'on a des portraits, justement, de la situation, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Au niveau de la Montérégie-Ouest, on a fait un portrait, effectivement, en 2022, préalable à l'étude, en fait, qui est en cours aussi au niveau, présentement, du ministère de l'Économie, pour un peu prendre le pouls, justement, post-COVID, de la population, c'est-à-dire des entreprises. Puis ce qu'on remarque en fait présentement, c'est qu'au sortir de la COVID, en fait, c'est même pas une surprise, mais les entreprises se sont réhabilitées, c'est-à-dire se sont remis sur les rails, ont réussi en fait à percer à travers les temps troubles qu'on a eu un peu à ce niveau-là. Il y a certaines industries qui ont perdu plus de plumes que d'autres. On s'entend tout ce qui est loisirs, tourisme. On peut penser à le fait d'avoir été isolé. En fait, qu'est-ce que ça a causé? Mais ça a causé que l'économie qui était basée justement sur le vivre ensemble, sur le fait de travailler à des activités ou tout ce qui était justement plus du tourisme et du loisir en quelque sorte, c'est ça qui a été beaucoup affecté. Évidemment, oui, c'est ça. Logiquement. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est la pression sur les gestionnaires. Présentement, les gestionnaires, très souvent, en fait, dans les organisations, ils ont, des volets de services marchands puis des volets qui déploient, mais c'est pas tous, en fait, que de la vente de biens et de services, en quelque sorte. Il y en a aussi qui sont des contractuels avec l'État pour pouvoir, justement, régler des problématiques, notamment en termes de vieillissement de la population, en termes d'alimentation aussi. Et ces entités-là ont beaucoup de pression, en fait, présentement, parce que c'est pas juste ces entreprises qui ont eu des problèmes suite à la COVID. Il y a aussi la population en termes... Là, on parle de l'inflation, justement. C'est ça, c'est ça. On n'a pas le choix de déborder de ce côté-là parce que ça impacte les entreprises puis ça impacte les citoyens aussi. Exact. En même temps. C'est ça, parce que j'ai reçu Stéphane Spisak récemment, puis c'est ça qu'il disait, c'est que l'inflation, le gaz augmente, tout ça. Lui, avec Moisson Sud-Ouest, là, j'ai nommé, mais pour ceux qui ne connaissent pas Moisson Sud-Ouest, là, qui là, il dit, moi, je vais porter la denrée, mais il dit, moi, je vends rien. Là. Fait que le gaz est plus cher, mais c'est ça, il faut que j'aille quand même porter la nourriture à tous ces organismes-là pour qu'ils puissent déployer, en fait, les paniers ou peu importe la façon qu'ils font leur aide alimentaire. Fait qu'il y a ça dans cette réalité-là, l'espèce de les trucs montent, le prix monte, mais
Il n'y a pas plus d'entrée d'argent quelque part. C'est ça, ça dépendamment du modèle, là, mais tu sais, comme dans ce cas-là, ben, c'est ça, tu fais, ben oui, je donne la nourriture, je peux pas la vendre, donc je fais pas plus d'argent. Je peux pas passer le prix du gaz dans mon prix, là, tu sais. Exact. Ben, c'est ça un peu la difficulté, c'est que des organisations qui sont pas en économie sociale, c'est encore plus difficile parce que, mettons, Moine sur Sud-Ouest, ben, c'est ça, c'est des dons. Ouais. Donc, eux autres, c'est tout, repose tout, en fait, l'économie sur le don, en quelque sorte, de qu'est-ce qu'ils génèrent. Ils ont un volet, par contre, intéressant qui est au hangar, en fait, qui est une partie de leur capacité, si on veut, d'aller récolter, justement, quelques deniers à gauche, à droite, pour les aider, justement, à pérenniser certains de leurs volets qui est plus donatoire, là, en quelque sorte. C'est ça. Mais c'est ça. Mais sinon, si on regarde ailleurs en termes d'alimentation, justement, solidaire ou en termes de, justement, offrir des alternatives entre une donation ce que Moisson représente, puis le premium que j'appelle, qui est comme, mettons, Super C, IGA et tout ça, ben, il y a très peu d'entre-deux, en fait, des épiceries solidaires de deuxième qualité au deuxième niveau. Il y a très peu d'options pour les citoyens de s'alimenter, en fait, d'une façon, justement, alternative, en quelque sorte. Okay. À Montréal puis à Longueuil, il y a plusieurs épiceries solidaires, justement, qui sont des grossistes, très généralement, qui vont, justement, collecter des surplus alimentaires à gauche à droite, les revendre à bas prix pour que ça soit juste peut-être un peu au-dessus du cost et mieux par rapport à ça. Mais c'est ça, mais comme moi, y a-tu des modèles, tu sais, comment qu'on peut organiser ça, là? Parce que je sais, tu sais, sur le territoire, ben là, il y a les complices alimentaires, mais c'est... Notamment, exact. Mais ça, c'est un truc le ciblé pour l'instant. Les autres, c'est vraiment la transformation. Ben, pas la transformation, mais ils congèlent, en fait, des légumes. Oui, c'est ça. En fait, les autres, proportionnent. C'est exactement ça. Ils proportionnent, en fait, des denrées. Après ça, ils vont les congeler. Comme ça, il y a une question de préservation aussi. Des denrées à travers tout ça. Puis les autres, ben, c'est vraiment, tu sais, le plus bas possible en termes de tarification sociale. Fait que c'est d'être le plus possible adapté, justement, à la capacité monétaire, en fait, des citoyens pour se procurer ces denrées-là. Ça fait en sorte que quand on parle de tarification sociale, ben c'est que dans ton modèle, il faut que tu aies une gradation des prix en fonction de la capacité de payer. Fait que si tu es en mesure de pouvoir payer, mais tu payes le plein prix, en fait, du produit en question. Mais si tu es dans une tranche de population qui a un salaire beaucoup moindre, tu as accès à ces tarifs-là. C'est ça la logique, en fait, de la tarification sociale. Mais pour ça, ça te prend beaucoup de volume aussi. C'est ça le défi par rapport à ça. Puis c'est la connaissance aussi que ce produit-là existe, en quelque sorte. Les complices, c'est intéressant parce que c'est un modèle où est-ce qu'il y a 15 frigos congélos, qui sont répertoriés géographiquement partout. En Montérégie-Ouest, présentement, c'est en développement. Leur but, je pense que c'est d'aller encore plus profondément s'incruster dans les territoires puis offrir davantage cette opportunité-là. Mais c'est un exemple, c'est ça, concret, en fait, que eux autres sont quand même un entre-deux en termes d'alternatives par rapport à justement la donation alimentaire ou l'achat premium que tu achètes dans l'épicerie. Puis ça, en fait, c'est une solution. C'est un modèle. C'est ça. Puis c'est un peu ça, un des messages que j'ai peut-être à dire à vos auditeurs ce matin, c'est qu'il manque en fait d'initiatives en termes d'alimentation alternative sur le territoire. Quand je regarde ailleurs, les grands centres comme Longueuil, Montréal, même Québec international, les régions comme la Montérégie-Ouest ou la Montérégie tout court, en dehors des grands centres comme Longueuil, il y a très peu en fait, de porteurs de projets qui viennent proposer des solutions comme ça alternatives en quelque sorte. Il y a quelques initiatives isolées des fois, comme par exemple Cultivons Châteauguay, qui est un peu dans une optique aussi de générer une façon de promouvoir l'alimentation saine, mais qui n'est pas nécessairement justement une alternative alimentaire précise, là, comme mettons les complices en termes de chaîne d'approvisionnement et de transformation. C'est vraiment, là, ils ont de la transformation, oui. En fait, couper les trucs, puis le déployer, fait qu'il y a la distribution, là, c'est ça. Les autres, c'est un petit peu plus organisé sur une chaîne plus grande, en fait. Là, c'est ça. C'est la beauté, en fait, de la chose des complices, c'est la mutualisation, en fait. C'est qu'au final, tous les territoires essaient de se mettre ensemble pour limiter les coûts administratifs, parce que c'est ça aussi, veux pas, c'est que plus tu multiplies l'initiative, plus que tu as des coûts en termes de gestion, en termes de transport, de mise en œuvre, etc., tout ça. Donc, le génie, en fait, de l'idée, c'est qu'en haut, ils mutualisent justement toutes les fonctions qu'ils ont besoin pour déployer, en fait, l'initiative sur le territoire, puis de le faire le plus possible à coût le plus bas possible pour pouvoir que l'effort soit mis sur un prix justement le plus abordable possible en termes de denrées qui vont après ça revendre. Mais est-ce que justement ce projet-là, parce que moi ça fait un petit bout que je n'entends parler de ça, que j'ai suivi, j'ai fait quelques reportages là-dessus depuis le temps, mais on dirait que c'était comme, puis là, dis-moi si je me trompe, mais on dirait que c'était la première fois que j'entendais parler vraiment quelque chose que c'était multi-MRC, c'est rare en fait, effectivement. Qui se mettent ensemble, c'est ça. Non, c'est ça qui est cool vraiment dans ce projet-là, c'est rare qu'il y a de façon territoriale une initiative porteuse de cette nature-là pour essayer de solutionner en même temps plusieurs,
plusieurs, c'est ça, territoires en termes de solutions. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, justement, là, ça semble bien grandir, les complices, là, ça semble bien s'installer. Puis, tu sais, je sais pas si eux, ils ressentent la pression de dire qu'il faudrait réussir pour montrer qu'il faudrait aussi d'autres projets. Tu sais, non, mais de mettre un espèce de garde, ça a fonctionné en se mettant ensemble. Puis, ça pourrait être juste pour la suite bénéfique de dire est-ce que dans d'autres secteurs ou d'autres trucs, on peut faire cette même chose-là, tu sais. Et donc, sauver justement un peu d'argent c'est ça, en ne multipliant pas des trucs qui, finalement, font un peu la même chose. C'est cette idée-là. Bien, je pense que la chose qu'il faut retenir, notamment du modèle des complices, c'est le fait qu'en se mettant ensemble, puis en essayant au maximum de se concerter le plus grand nombre de gens possible autour d'un projet ou d'une initiative, bien, on a le plus de chances, de fond, de réduire nos risques en démarrant un projet, puis de se coller justement sur les besoins du territoire. Fait que c'est ça notamment que je crois qu'il y a à retenir de ce modèle-là. Puis là, après ça, pour la suite, bien évidemment, il y a la démonstration de la rentabilité puis de la viabilité économique qui vient en bout de fil par rapport à ça. Puis ça, bien, c'est le temps qui va nous le dire. Un peu comme n'importe quelle entreprise au niveau du privé. Comment dire, tu prends un gamble quand tu... Un risque, excusez. Un risque en démarrant justement un projet d'entreprise, mais le but, c'est de le réduire au maximum, justement en faisant appel à l'intelligence collective puis à la multiplicité des acteurs autour de la table. C'est pour ça que les autres, le modèle il est innovant parce qu'il y a des représentants de la santé publique, il y a des représentants des agriculteurs, des représentants aussi de tous ceux qui sont dans la distribution alimentaire aussi, les grossistes, je pense. Fait que c'est les centres scolaires aussi, parce que... Oui, ben, il y a des ententes avec c'est ça, les centres scolaires aussi pour le fait de les vendre, je crois aussi, de ce côté-là, puis pour la main-d'œuvre. Oui, mais parce que je sais qu'ils travaillent, parce que je suis allé filmer cet été, ils sont à l'école secondaire Huntingdon. Oui. Puis ils vont faire, je pense, les repas. Puis en même temps, ils peuvent utiliser la cuisine pour faire le reste des produits. Fait que c'est une façon aussi de dire, ben là, ils n'ont pas à louer un local, acheter tout l'équipement de cuisine, on s'entend, toutes les surfaces, tous les trucs. Fait, et en même temps, ben, en vendant leurs services, ils rapportent de l'argent pour. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. Tout à fait. C'est la multiplication, c'est ça, des alliances puis des ententes avec certains partenaires qui ça fait en sorte que ça réduit les coûts. C'est pourquoi ils sont capables justement de le faire en termes de coûts pas trop chers. Je pense que c'est ça. En termes de tarification sociale, il me semble que c'est 1,50$ le sac de 500 grammes, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus des prix. Moi, je sais qu'il y avait 3 niveaux. Oui, c'est ça. Il y a une tarification sociale. Fait que c'est ça. Il adapte selon en fait la capacité du client de payer. Là. Exact. Mais je voulais revenir tantôt quand tu as commencé à dire, bon, l'économie sociale, il commence à avoir de la recherche, en fait, après 10 ans. Mais tu as dit de quoi? De dire, on essaie pas de comprendre, mais de voir aussi à quel point c'est ancré, tu sais, comme à quel point on en a besoin dans la communauté. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Oui, absolument. Ce que je peux dire, en fait, c'est que les organisations, en fait, travaillent de mieux en mieux entre elles pour appuyer les territoires. C'est-à-dire que quand on regarde notamment toute la portion développement social sur les territoires, le développement social, c'est quoi? C'est comprendre dans un écosystème les enjeux sociétaux récurrents, les problématiques qu'on a récurrentes, puis essayer de trouver des solutions à ça. L'économie sociale, c'est construire des solutions pérennes. Pas juste de passer d'un appel à projet à un autre appel à projet pour essayer de faire subvenir une réponse ou une initiative quelconque. Donc, en économie sociale, justement, pour en arriver à ça, c'est-à-dire d'offrir des solutions pérennes, un peu comme les complices, que c'est l'intention primordiale derrière tout ça, bien, ça prend de la recherche pour comprendre justement où sont les enjeux sectoriels, quelles sont les problématiques, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour développer concrètement plus de réponses comme ça, pérennes, dans le fond, à ces enjeux-là. Puis je t'ai soumis, c'est ça, quelques sujets, parce qu'il y en a plusieurs, justement, éléments qui sont à réfléchir collectivement en termes de solutions sur lesquels on devrait davantage peser, justement, dans les années à venir pour solutionner, justement, des trucs qui sont en train de popper en termes de problématiques. C'est ça, on va rentrer là-dedans. Puis l'autre truc aussi qui m'a marqué, c'est de dire, tu sais, ça, au Québec, c'est 220 000-ish emplois. Là, oui, exact. Puis là, de dire, ce serait le fun que peut-être le gouvernement investisse plus pour ces emplois-là. Tu sais, des fois, on paye 7 quelques milliards pour une usine, je ne me rappelle plus le nombre d'emplois, mais 3 à 4 000, je crois, pour l'usine en question. Mais bon, on en a probablement besoin, on ne rentrera pas là-dedans, mais c'est de dire, ce secteur-là est souvent laissé un peu de côté, mais c'est quand même 220 000 emplois au Québec, là, fait qu'il y aurait peut-être
augmenter peut-être un peu le... En tout cas, une chose que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'on parle même pas de la même board game. Excusez l'anglicisme. Je sais, j'en utilise énormément d'anglicisme. Fait n'hésite pas à me ramener. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif poursuivi derrière, mettons, pour l'appeler Norvolt, n'est pas du tout le même qu'en économie sociale. En économie sociale, on ne va pas construire des batteries. On s'entend. Je ne pense pas. En tout cas, je veux pas être prophète de malheur, là, mais je pense pas que la production de batteries est nécessairement, en tout cas maintenant, n'est pas une priorité pour l'économie sociale, selon moi. Une priorité pour l'économie sociale, c'est quoi? Je veux dire, les grands philosophes de tout temps nous ont dit c'est quoi les besoins de base qu'on a besoin de s'assurer d'avoir pour être heureux et avoir un bonheur. C'est là-dessus que c'est se nourrir, se vêtir, se loger. Je sais pas si c'est... J'oublie mes cours de philosophie. Mais il y avait la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow. Maslow. C'est ça. Fait que c'est un peu la base. Là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, l'économie sociale... À un moment donné, je pense qu'il avait dit ça, justement, se nourrir, se vêtir, se loger. Bon, voilà. C'est ça. Chercher une source, une référence historique par rapport à ça. Mais c'est justement là, en fait, qu'il faut s'attaquer à trouver des solutions pérennes pour répondre à ces besoins-là. Fait que là, on s'entend. Se nourrir, c'est l'alimentation. Alimentation solidaire, idéalement. Après ça, se vêtir, c'est toute la notion du textile aussi comme enjeu pour pouvoir se vêtir, mais aussi tout ce qu'on génère en termes de déchets, en termes de textile. On s'entend c'est une industrie ultra polluante. Puis on s'entend que si on travaille en matière d'économie circulaire puis développement durable, si on n'attaque pas cette problématique-là en termes de récupération, réduction à la source de la pollution, c'est que plus tard, nos enfants vont vivre avec des problématiques comme ça qui ne vont jamais s'arrêter. C'est ça. Puis après ça, se loger. Ça, c'est la grosse affaire. On s'entend que le logement à la base, je ne parle même pas de logement social abordable, etc. Là. Je ne suis même pas dans la définition, mais c'est juste le fait d'avoir un toit raisonnable pour une superficie habitable, pour un nombre de population X. On s'entend que là-dessus, on n'est pas encore là. On a encore beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Oui, ça, c'est énorme, là, on dirait. Puis moi, je regarde ça un peu de l'externe. Je ne suis pas un expert en habitation, en logement, mais ça m'intéresse. C'est un sujet que je couvre beaucoup ici. Tu as invité Martin Bécotte, déjà. Oui, Martin Bécotte, Marco Monzon aussi. Puis c'est un sujet que je couvre beaucoup. Parce qu'en même temps, j'essaie de comprendre aussi parce que, on voit le problème, mais des fois, moi, personnellement, je suis comme, je sais pas comment faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Fait que j'essaie de parler à des gens pour trouver des solutions, en fait, qui m'expliquent des solutions, Mais en même temps, c'est sûr que c'est un truc qui est stressant. Je veux dire, moi, je suis locataire à Verdun. Pour l'instant, mon loyer est correct, puis je suis avec ma copine, on est deux à payer, mais tu regardes les prix monter, tu regardes les affaires, puis là, tu fais, OK, on n'est pas qu'on est prisonnier, mais on dit si on quitte, si on veut aller comme ailleurs, c'est évident, c'est clair qu'on a un très grosse pente de loyer qui va monter. Puis là, à cause de ça, on se dit, là, peut-être qu'on est mieux d'acheter parce que là, en achetant, tu te dis, on sort de ça. Mais là, acheter, ça commence à devenir aussi compliqué. Si t'as pas le cash down commence à grossir dangereusement, tu sais. Exactement. Que tu as besoin. Fait que puis même pour nous ensemble, on a un très bon salaire, tu sais. Mais pour nous, on fait, c'est compliqué. Fait que j'ose même pas imaginer pour du monde qui n'ont pas notre argent commun, tu sais. Tu sais, juste pour explorer un peu cette thématique-là, le logement, juste donner un exemple. À Vaudreuil-Dorion, où est-ce qu'il y a l'ancien Miss Dorion pour les intimes, ceux qui connaissaient l'ancien Miss Dorion. Si vous savez, vous savez. Si vous savez, vous savez. C'est un logement abordable, c'est un bloc de logement abordable qui se construit là, qui a été vendu comme idée, en fait, là, comme du logement abordable. On s'entend, c'est quoi les tarifs? Puis là, on s'entend la construction. Moi, je l'ai vu parce qu'on passe devant. C'est ça que je me demandais, c'était quoi qui construisait? C'est ça, c'est un bloc de je ne sais plus combien d'unités, là, mais en tout cas, c'est sur 3 étages quand même. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais là, on s'entend, toute la problématique est là. Ils vendent l'idée de ce projet-là. Ils ont vendu l'idée comme quoi c'est du logement abordable à 1 400 $ pour un 3,5. Ah ouais, OK. Logement abordable. Oui. Je vous laisse réfléchir juste avec ça. Est-ce que c'est réalistement abordable? Non. En tout cas, je ne sais pas pour qui exactement. Il faudrait faire un calcul à savoir dans la société, c'est qui nécessairement qui peut se payer un logement à 1 400. On s'entend qu'il y a des femmes, des mères monoparentales avec leurs enfants. Je ne sais pas quel salaire il va falloir qu'ils fassent, mais moi, j'ai un logement, moi aussi, là, avec mon gars. Je suis monoparental. Puis, je recalcule ça, puis je me dis, même moi, à 1 400, abordable, j'y arriverais peut-être. Mais je ne sais pas qui d'autre dans la population serait capable de se payer quelque chose comme ça, de façon abordable. Puis c'est un 3,5. Ça veut dire qu'il y a juste une chambre. Fait que toi, mettons, avec ton gars, ça prend 2 chambres. Donc, t'as compris. Fait qu'un 3,5, là, c'est un couple qui accepte de ne pas avoir
c'est ça. De ne pas avoir la chambre. Des fois, tu as besoin d'un deuxième salon juste pour avoir un moment aussi, de ne pas être tout le temps ensemble. Exact. Mais dans le 3,5, tu n'as pas vraiment ça. Là, puis là, je ne veux pas faire la mauvaise pub parce que les chiffres ne sont pas encore sortis pour ça, mais c'est l'annonce qu'on a eu, l'article qu'on a vu dans le journal, que c'était ça qui était l'intention. Moi, je me dis, il y a une réflexion collective majeure à avoir. Si ça, on vend ça comme étant quelque chose d'abordable et donc que ça vient augmenter en fait la capacité pour les gens de pouvoir acquérir un logement ou de simplement pouvoir se loger à coût décent, il y a un enjeu par rapport à ça. Mais tu sais, justement, pour explorer un peu la thématique, mais tu sais, il y a une chance qu'il y ait certaines organisations, en fait, qui essayent de, justement, geler un peu les tarifs. Tu sais, genre Solide, notamment, justement, qui essaient de faire l'acquisition immobilière des swaps immobiliers en modèle collectif pour, justement, réduire la pression là, sur les prix par rapport à ça, puis offrir des loyers à coût juste. Mais tu sais, il y a des projets un peu partout ailleurs au Québec qui se déploient, là, notamment des parcs de mini-maisons qui veulent se construire en modèle coop. Il me semble qu'il y en a une à Granby ou à Chambly, qui c'est un promoteur qui est en réflexion pour déployer ça comme solution. Tu sais, ça, c'est le genre de solution alternative qu'il va falloir peut-être réfléchir éventuellement. On s'entend que la maison unifamiliale à 6 000 pieds carrés de terrain, c'est pas un modèle viable partout au Québec. Non, c'est ça. Surtout en région métropolitaine. Déjà là, on voit la pression. La maison de mes parents, dans le temps, ils l'avaient payé 90 000 en 1989. Ah oui, avec 17 % là, ils vont me tisser à la maison et dire « Ouais, mais on payait 17 d'intérêt. » Je suis d'accord, mais en même temps, 90 000 en 1989-90 versus aujourd'hui, la maison doit valoir à peu près 415 000. OK? Fait qu'on s'entend que si ça, c'est la réalité dans un parc immobilier qui est, mettons, en région métropolitaine de recensement autour de Montréal, puis que c'est la moyenne, on peut se poser la question de savoir à quel point nos enfants, plus tard, vont être capables d'acheter quelque chose à cette valeur-là, parce que ça, c'est l'autre affaire en termes générationnels. Ce qu'on dit, c'est que nos enfants vont être la première génération qui va avoir moins d'opportunités, moins de solidité en termes de possibilités, justement, d'acquisition puis de s'épanouir, en fait, en termes de vie. Puis même, je ne veux pas être pessimiste, mais si c'est ça la réalité, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Je veux dire, même notre génération, là, tu sais, j'ai des amis, on est tous en appart, puis tu sais, j'ai une couple d'amis qui font de très, très bons salaires, puis même eux, tu sais, ils regardent acheter condo, tu sais. Tu fais OK, ça fait mal, là, tu sais. Fait que c'est ça, cette espèce de... vu que le salaire ne suit pas, c'est complètement fou, là, tu sais. Puis, je veux dire, moi aussi, je l'ai entendu souvent, l'espèce de 17-20 d'intérêt, mais faites le calcul. 90 000 à 20 c'est pas 6 sur 450 000. Là. Ça n'a vraiment pas rapport. Là. Puis on s'entend à 1400, là, je peux te faire un calcul rapide, là, parce que mentalement, je pense pas que je vais être capable d'y arriver. Mais tu sais, à 1400, là, on s'entend, c'est 17 000 par année sur ton loyer. Bien, si tu fais 35 000, c'est 50 à peu près de ton loyer rendu là. Puis si tu fais 40 à 50 000, ce qui est le médian à peu près là, présentement, mais tu sais, on s'entend sur, mettons, 45 000 de loyer disponible, c'est quand même pas loin de 40 ce qui est la maximum que tu devrais dépenser selon toutes les compagnies de prêt et les banques. Là, c'est en bas de 40 là, que tu devrais consacrer à ton logement. Fait c'est ça. On a un enjeu là-dessus, c'est certain. C'est ça, mais tu sais, on sait qu'il y a des modèles, des coops, les trucs, mais comment qu'on peut stimuler ça, en fait? Là, j'imagine que c'est là l'enjeu, l'espèce de... faut les construire, mais la construction coûte cher, tu sais, il y a comme... c'est un peu ça que je venais parler ce matin, c'est de dire... comment dire? L'État fait son maximum, je pense sincèrement, pour essayer d'apporter des solutions concrètes par rapport à ça, même s'il manque plein de financement pour pouvoir appuyer des projets présentement. Par contre, est-ce que c'est la responsabilité de l'État seulement de déployer en fait des solutions par rapport à ça? Et là, tout le sens de ma question, je crois que collectivement, il va falloir qu'il y ait plus de citoyens qui se lèvent pour apporter des solutions concrètes par rapport à ça. Parce que concrètement, en fait, quand on parle justement de déployer du logement abordable ou social et tout ça, ça prend des promoteurs. Puis des promoteurs, je suis désolé de le dire, c'est pas nécessairement tout le temps qu'il y a des compagnies justement de construction qui peuvent être à la fois promoteurs et constructeurs de ces projets-là. Donc, il va falloir que collectivement, il y ait des citoyens qui prennent davantage en charge justement la promotion de projets comme ça à valeur humaine, à l'échelle humaine, en fait, de logement. Moi, je pense qu'on n'aura pas le choix, en fait, de développer davantage, justement, cette sensibilisation-là auprès de la population pour qu'il y ait davantage de projets citoyens qui soient déployés dans cette optique-là. Puis je pense que là-dessus, un des acteurs, qui peut avoir un gros rôle important là-dessus, c'est les municipalités. C'est ça, je vais aller au niveau municipal, là, c'est exactement là, en fait, qu'est le cœur
du problème, c'est-à-dire si les conseils municipaux ne sont pas plus que ça conscientisés à l'importance d'avoir sur le territoire une proportion équitable entre les différents types d'habitations disponibles, puis que c'est juste de l'unifamilial, c'est ça. Ben c'est sûr que c'est pas viable collectivement. Non, c'est ça. En tout cas, il va y avoir une difficulté de s'assurer qu'il y a une cohésion sociale quand ton modèle de développement municipal est strictement dans un type ou un format, en fait, de type d'habitation disponible. Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses. Là, mais déjà en partant, il y a l'idée que, c'était l'idée que les villes se financent par les taxes foncières. Fait que là, c'est tout le temps l'idée de on se pitch par en avant, ben on va développer un truc, ça va me faire plus de portes, qui va faire plus de taxes. Puis là, on laisse un lot. C'est plus simple de laisser un lot à un promoteur. Moi, je vais t'arranger ce coin-là. OK, oui, il y a une facilité peut-être là-dedans de laisser aller. Oh, faites le même modèle de maison partout, vas-y. Puis là, mais on fait juste pitcher le problème par en avant. Ben, c'est exactement ça. Parce que le problème aussi, l'autre problème, c'est qu'au Québec puis en Amérique du Nord, c'est qu'on a trop d'espace. Mettons, en comparativement à l'Europe. Ah, trop. Ça dépend. Qu'est-ce que c'est fini par trop? Trop, oui. Non, mais je veux dire... Il faut protéger quand même un peu notre territoire aussi. Là. Non, mais c'est ça, je veux dire. Non, mais dans le sens que, tu sais, comparativement à l'Europe, c'est qu'on s'est étalé parce qu'on avait de l'espace. C'est ça, je veux dire. Oui, OK. Là, je rejoins là-dessus. Oui, c'est ça. Je veux pas dire qu'il faut s'étaler, mais c'est qu'on avait on a de la place, fait qu'on va faire des terrains. Mais là, il faut briser ce truc-là. Moi, ça me rentre pas dans la tête qu'on construit encore on rase un truc, puis c'est que des maisons unifamiliales, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de boutique, qu'il n'y a pas rien, qu'il n'y a pas une vie de quartier, que c'est juste des maisons, puis il faut sortir de là pour aller tout faire. Là. Tu sais, puis la question légitime à se poser, c'est depuis quand au Québec, faut que les municipalités soient un agent de liaison pour des constructeurs, pour qu'il y ait clé en main un parc de développement à faire, sans que ces promoteurs-là soient notamment amenés à réfléchir avec la ville sur comment est-ce que je développe, comme tu dis, une vie de quartier, des services de proximité, aussi une logistique de développement qui fait place au transport collectif, puis à d'autres interrelations avec les CPE, les autres trucs comme ça. Tu sais, je trouve que la municipalité, en fait, j'espère, parce que je ne suis pas un expert, évidemment, de tout ce qui se fait en termes d'urbanisme, mais j'espère, en fait, qu'à tout le moins, dans le cœur des élus puis des personnes qui sont en position d'autorité, il y a un minimum de réflexion par rapport à ça, sur comment l'écosystème d'une municipalité doit être développé. D'une façon vraiment logique, puis aussi avec harmonie, puis avec un maillage entre justement les différentes couches de la société. Parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit que accessible, mettons, dans une ville à du salaire médian de 95 000 à 100 000 par unité familiale. Parce que sinon, on va se tirer dans le pied collectivement. Là, non, exactement. Ça prend une mixité de trucs. Parce que moi, je suis comme un urbanologue amateur. Je m'intéresse beaucoup à l'urbanisme. Je trouve ça intéressant, mais je suis zéro un expert, mais j'écoute des vidéos, des trucs qui font des comparaisons avec le modèle européen, puis l'espèce d'idée de justement, t'arrives dans un quartier, puis tu as souvent cette espèce de mixité-là, une maison, des maisons de ville, des condos, puis c'est, puis en même temps, je trouve ça plus beau que l'espèce de rangée du même modèle qui est copié-collé, puis tu as l'impression je suis en train de devenir fou, tout est pareil. Entre ça puis une prison. Ouais, c'est ça, tu sais, t'es comme, tout est coordonné. J'exagère un peu, et les quartiers sont plus beaux que d'autres, mais d'autres, quand c'est gris-brun, puis qu'effectivement, c'est le même modèle sur une rangée de 5 km. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça le futur dans lequel on veut vivre. Exactement, des maisons toutes pareilles, même modèle, puis de réfléchir la même petite cour, la même petite petite piscine en arrière, etc. En tout cas, c'est vraiment une réflexion, comme tu dis, je pense, sur c'est quoi le modèle de développement territorial qu'on vise. Puis surtout qu'en plus, dans la RMA, la région métropolitaine de recensement, en tout cas dans tout ce qui est la communauté autour de Montréal, bien là, de plus en plus, il y a une volonté des municipalités, puis surtout Montréal, d'avoir une hausse en termes de densité de population. Donc, il va falloir transformer, en fait, aussi les développements immobiliers qu'on fait traditionnellement, que ça ne peut plus être juste du parc immobilier, étendu à perte de vue, parce qu'en plus, il y a une protection du territoire agricole qu'il faut qu'on respecte. Fait qu'il va falloir repenser, en fait, notre modèle, justement, à cause de ça. Oui, puis tu vois, moi, ça fait un bout que j'aimerais faire une émission avec un urbanisme, mais c'est comme dur à trouver parce qu'ils travaillent pour les villes ou les MRC, fait qu'ils sont un petit peu monotés ce qu'ils peuvent dire, ou bien ils travaillent pour des grosses firmes de développement, puis là aussi, ils sont muselés. Parce que j'avais déjà fait une entrevue avec, puis je vais rester flou un peu, là, mais un urbaniste d'une MRC, puis quand on a fait l'entrevue, ben il y avait comme des élus qui étaient là, tu sais, puis j'ai senti que c'est ça, il était comme nerveux de me parler, puis il était comme...
je posais des questions, mais moi, j'étais juste pour en apprendre plus, mais je sentais que, ouais, il ne pouvait pas me dire peut-être ce qu'il voulait. Mais puis je comprends, là, tu sais. C'est ça, il y a quand même, je comprends les secrets professionnels sur certains sujets, puis aussi le fait d'être loyal auprès de ce que la municipalité décide. Mais tu sais, au-delà de cette omerta-là, qui est tout à fait comprenable dans les circonstances, c'est ça, mais, c'est de dire... Mais de parler d'urbanisme plus largement, tu sais. C'est ça, c'est plus, en fait, c'est ça, la fonction d'urbanisme, en fait. C'est comment cette valeur-là est importante dans la stratégie, justement, de développement du territoire québécois. Moi, je pense que là-dessus, en fait, tu sais, en fait, ça, c'est une question que je me pose justement moi-même à ce que tu évoques. Y a-t-il un ombudsman quelque part ou une identité qui est comme un genre de contrepartie qui peut comme challenger un peu justement le territoire par rapport à la façon de déployer justement la réponse aux besoins du territoire? Ça serait quelque chose peut-être à réfléchir ou en tout cas à l'explorer, voir qu'est-ce qui existe de ce côté-là. Peut-être à l'ordre des urbanistes, c'est peut-être quelque chose là-dessus. Oui, c'est ça. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Chercher les sources. Oui, je vais chercher là-dessus. Mais on va peut-être avancer du sujet là, parce que si on veut faire le tour. Là, mais si on veut faire le tour. Tu voulais parler aussi de le côté vieillissement de la population. Tu l'as mentionné un petit peu au début, là, mais on peut peut-être rentrer un peu plus précisément. Là, tout à fait. Parce qu'on en parle depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle. Le vieillissement s'en vient. On le sent déjà, mais ça va s'accentuer aussi. À force de parler de vieillissement, on va vieillir. Là. C'est ça. Il y a ça aussi. On s'approche tranquillement. Ce qu'il faut dire, c'est parce que si on regarde la pyramide des âges, en fait, on commence à rentrer en fait dans le cœur justement du défi qu'on va avoir, c'est-à-dire une inversion par rapport à nombre de personnes qui sortent de l'économie active pour tendre vers la retraite et tout ça. Le défi, en fait, j'apprends rien à personne, en fait, mais c'est que le système de santé québécois ne sera jamais capable d'aider 100% de la population qui va être en situation justement de vieillissement, puis de perte de motricité, de santé, de perte d'autonomie aussi par rapport à tout ça. Donc, il va falloir absolument peser sur l'accélérateur par rapport aux soins à domicile, par rapport à tout ce qui est les prochains aidants aussi. Si on ne fait rien par rapport à ça, là, si on dit qu'on a des moyens pour développer autant d'industries que ça, notamment avec une filière comme qu'on a eu des nouvelles la semaine passée, moi, je me dis, qu'est-ce qu'on fait concrètement justement pour pallier à ça, ces enjeux-là qui arrivent demain, là? Ils n'arrivent pas dans 10 ans là, ou dans 5 ans. C'est là les problèmes qui sont en train de poindre. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment qu'on ait une réflexion là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait pour que chaque citoyen, demain matin, soit pas aux prises avec ce qu'on entend des drames, là, justement, des personnes qui sont des prochains aidants, puis qui sont pognés avec des personnes qui sont en perte d'autonomie majeure, puis qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de relève, il n'y a pas d'employés. Il y a certaines initiatives qui se font, notamment les CISMO. Il y a eu un reportage que j'ai vu de TVA, en fait, où est-ce qu'ils changent leur approche par rapport à justement le soin à domicile ou le soin aux personnes, c'est-à-dire qu'ils veulent faire des unités mobiles qui vont aller se déplacer dans les maisons plutôt que de servir, dans le fond, les citoyens au niveau du CIS ou dans les RPA seulement ou dans les CHSLD. Donc, il y a cette volonté-là, tu sais, déjà de certaines des entités de la santé de faire ce travail-là, mais la question que j'ai, c'est jusqu'où on va être capable de le faire. Oui, c'est ça. C'est jusqu'où l'État québécois va être capable de solutionner ça puis de répondre à ces besoins-là. Moi, j'ai des doutes à savoir est-ce qu'on vraiment, réalistement, va être capable de le faire seulement avec le modèle actuel là, au niveau de l'État. Je pense qu'il va falloir que l'économie sociale, justement, il y ait une reconnaissance de cette importance-là, qu'il y ait des entités, justement, à but non lucratif qui peuvent appuyer le gouvernement québécois dans cette optique-là, justement, de répondre aux besoins du vieillissement de la population. Oui, parce que c'est ça, c'est comme... les soins à domicile, évidemment, je trouve ça parfait, mais comment qu'on peut... Tu sais, parce que le soin à domicile, ça fonctionne jusqu'à un certain moment, tu sais, parce que c'est quand la personne, c'est encore vivable, c'est encore, tu sais, parce que quand là, ça se met à dégringoler, évidemment, là, il faut que tu passes à un soin plus intensif, plus proche, là, parce que là, il se passe quelque chose, mais le temps que l'infirmière arrive ou elle fait sa ronde, on comprend l'idée, mais fait que ça, au moins, ça peut enlever ceux qui finissent peut-être dans des lits, mais qui sont encore capables de fonctionner. Ça, je comprends ce trait-là, mais là, j'avoue que je n'avais jamais pensé comment l'économie sociale pouvait rentrer là-dedans et aider, en fait. Y a-t-il déjà des initiatives? Oui, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est pas réinventer la roue non plus, ce que je viens de dire ce matin. Là, mais c'est de dire qu'il existe déjà des entreprises de soins à domicile en économie sociale. C'est les ESAD, là, les EESAD, là, en fait. Puis ça existe déjà. Il y a une flotte au Québec partout, en fait, de ces entreprises-là. Puis le problème, par contre, c'est que souvent, sont
très peu financés pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, de compétitionner avec le privé, c'est un des défis, en fait, principaux qu'ils ont par rapport à ça. Mais considérant le fait que leur modèle est transparent, démocratique, que c'est les usagers qui sont souvent sur le conseil d'administration de ces entités-là, ben, je pense qu'on a encore du chemin à faire pour valoriser, en fait, ces entités-là, puis cette complémentarité-là de services avec l'État québécois, qui n'est pas de la compétition. Ça, je veux juste régler une chose pour toutes, là, une fois pour toutes. Les ESAD, là, c'est pas une compétition à l'État. C'est pas le but, là, c'est pas de tasser de côté le complet. Ben non, au contraire, c'est d'être complémentaire dans l'action. C'est d'avoir une action qui est plus de proximité citoyenne ou une propriété un peu plus citoyenne de ces entités-là, mais qui travaillent en collégialité avec l'État. Là. Ouais. Puis je parlais avec des ESAD il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 2-3 mois de ça, pour faire un tour de situation en fait sur le territoire. Puis concrètement, ils travaillent déjà avec le SISMO, notamment ici dans Montérégie-Ouest. Il y a déjà une belle complicité ou une dynamique, en fait, pour s'assurer de répondre à des cas particuliers, des problèmes, etc. Donc, il y a déjà, en fait, cet écosystème-là qui existe. Le défi, je pense, c'est juste de, justement, valoriser davantage ce genre d'entité-là qui est complémentaire à ce que l'État québécois déploie. Puis aussi, d'autre part, ben, c'est que les proches aidants, en fait, il y a des associations puis des regroupements de proches aidants un peu partout au Québec. Puis ils sont très, comment dire, je pense qu'ils sont très démenuisés. C'est-à-dire qu'ils ont peu, en fait, de moyens pour pouvoir appuyer leurs proches aidants eux-mêmes. Il y a Aidants naturels du Haut-Saint-Laurent, je crois, qui existe, notamment comme entité pour donner un peu de répit, justement, à ces proches aidants-là. Bien, je pense que ça va être le genre de choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse puis qu'on l'imagine. De mémoire, je sais qu'à Châteauguay, il y avait 2 dames à l'époque, il y a 5 ans avant la pandémie, justement, là, avant que ça pète tout, qui étaient venues me voir justement pour dire qu'il y avait un projet de soutien aux proches aidants qui voulait déployer de ce côté-là. C'est 2 personnes issues de la communauté anglophone. Mais ça, c'est le genre d'initiative, en fait, que si, justement, on ne met pas davantage d'emphase là-dessus de proposer, justement, un appui à ces entités-là, bien, le problème, c'est ça, c'est qu'on va perdre cette force de frappe-là qui est très importante et complémentaire à ce qui se déploie ailleurs au Québec en matière de soutien en soins de santé au niveau des personnes en vieillissement. Ouais. Le temps avance quand même rondement. Oui. Il nous reste quand même 5-6 minutes. Y a-t-il un sujet là, que tu voulais vraiment absolument aborder là, avant qu'on... Oui. Bien, s'il y a une chose concrète que je peux dire, c'est concrètement au niveau du pôle, ça fait plusieurs activités en fait qu'on annonce justement cet automne. Un des sujets aussi que je voulais parler rapidement, c'était l'alimentation scolaire. On est le seul pays du G7 qui n'a aucun programme national en matière de soutien, justement, pour l'alimentation scolaire, c'est-à-dire, notamment avec le Club des petits déjeuners, justement, qui attendent, là, présentement, en fait, de savoir est-ce que l'État va intervenir par rapport à ça. Mais ça, c'est une façon de dire en quoi est-ce que l'économie sociale peut solutionner à ça, c'est-à-dire, si on le fait pour une façon non pécuniaire, littéralement, mais de faire affaire avec des entités comme ça à but non lucratif pour déployer un service comme ça et une force de frappe, mais c'est absolument essentiel puis important que l'État renforce, en fait, ce réflexe-là de faire affaire avec la société civile puis des entités comme ça, à but non lucratif, qui veulent répondre en matière de besoins. Il y avait aussi l'autre chose aussi que je voulais dire, c'était le pôle, c'est ça, déploie aussi toute une stratégie présentement en matière de mutualisation de ressources humaines. Comme on sait, les enjeux de vieillissement, mais ça apporte aussi la rareté de main-d'œuvre et tout ça. Mais je pense qu'en fait, il y a une réflexion que nous, on a initiée en économie sociale, mais que l'ensemble, en fait, de tous les créneaux d'affaires au Québec devrait réfléchir davantage. Puis c'est le fait de se solidariser les employeurs les uns les autres pour essayer d'atteindre nos objectifs communs. C'est-à-dire, si on veut déployer justement des services et des produits pour nos clients, ben c'est pas juste de dire je vais enterrer un compétiteur puis arrêter que cette entreprise-là me compétitionne, mais c'est plutôt est-ce qu'on peut réfléchir autrement en fait la façon de répondre à ces besoins-là en termes de rareté de main-d'œuvre. Solidariser, c'est-à-dire mutualiser justement, j'ai besoin d'un agent de transformation, mettons dans mon industrie, puis ailleurs en ont besoin également aussi, mais le salaire on peut pas le combler de ce côté-là. Est-ce qu'on pourrait réduire un peu nos attentes sur le plan de la masse salariale ou plutôt du nombre d'employés qu'on a à notre disposition en termes de temps ressources, d'être plus efficace par rapport à la façon de combler ces postes-là, puis mutualiser justement des embauches ou de faire en sorte qu'on maximise en fait la capacité de qu'est-ce qui existe en termes de ressources humaines pour donner le maximum de retour puis de retombées économiques à l'ensemble des employeurs dans le fond du territoire. Puis en économie sociale, on a déjà poussé cette réflexion-là. On a produit un guide cet été avec des étudiants de l'Université de Sherbrooke pour pouvoir justement apporter une réflexion stratégique, en fait un outil de la réflexion stratégique pour les gestionnaires pour pourquoi justement considérer la mutualisation comme une
des clés, notamment en matière justement de manque de main-d'œuvre. Okay. Donc, dans cette optique-là, justement, ce que j'ai à dire, c'est que la mutualisation de ressources humaines, pour nous, c'est un entre-deux, en fait, entre pas avoir d'employés pantoute puis devoir fermer ou littéralement abroger un poste, puis la fusion d'entreprises, qui est comme aussi l'autre partie de l'autre côté. Là. Quand tu n'es pas capable d'embaucher, ben, tu n'as pas le choix à un moment donné d'en arriver vers la fusion peut-être d'entreprise. L'entre-deux, selon nous, pour qu'on préserve la mission sociale de toutes les entités sur le territoire, ben, c'est de faire davantage de coopération puis de collaboration en matière d'embauche de main-d'œuvre. Puis en économie sociale, ben, nous autres, vu qu'on est drivé surtout sur la mission sociale, ben, c'est là-dessus, en fait, qu'il faut qu'on fasse davantage de gains. Et en terminant, ben, c'est ça, le pôle, ben, on a plusieurs activités en fait qu'on déploie justement en automne 2023. On a fait notre programmation qu'on a lancée hier au Café culturel La Factory à Valleyfield. Un des événements que je tiens absolument à mentionner, c'est qu'il y a un grand forum régional le 7 novembre en après-midi au Manoir d'Hauteville qu'on organise avec la présence du chantier d'économie sociale. Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, allez voir l'épisode précédent. Mais le chantier d'économie sociale va être de passage dans la région pour décoder en fait l'ensemble des enjeux et des opportunités de développement de l'économie sociale, puis aussi soulever quelques bons coups avec notre appui, en fait, sur le territoire. Donc, c'est un rendez-vous pour les gens pour apprendre non seulement à découvrir c'est quoi l'économie sociale, mais c'est quoi les possibles en économie sociale aussi. C'est ouvert à tout le monde, dans le fond. C'est ouvert à tout le monde qui sont intéressés. C'est 15$ pour 15 $ l'entrée pour ceux qui ne sont pas membres du pôle. Sinon, ben, c'est une opportunité de devenir membre du pôle pour ceux qui seraient intéressés par rapport à ça. Puis, c'est ça. Puis, il y aura dans une activité de 1h à 6h le soir avec un petit réseautage après. Si vous voulez venir juste pour la portion réseautage, je peux venir également aussi. Parfait. Vous allez rencontrer les gestionnaires d'entreprises d'économie sociale du territoire à cette occasion-là. Cool. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon blitz de sujets, mais on y est arrivé. Oui. J'ai bien aimé toute cette discussion. Fait que, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore pour l'invitation. Puis peut-être une part 3. Éventuellement, on va se retrouver.